Tu me dis. Bonjour Jérôme, est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, de tes différentes entreprises? Eh ben, bonjour, je m'appelle Jérôme, j'ai 2 sociétés. Les 2 sont dans le monde de l'escalade. L'une qui s'appelle Globe Climber, qui fait en gros des cours, qui fait découvrir l'escalade en forêt de Fontainebleau, qui est quand même l'endroit où est née l'escalade dans le monde. Donc du sport en pleine nature. À côté de ça, j'organise aussi des compétitions d'escalade à travers la France. Je fais des séminaires, des choses comme ça. Et j'ai une deuxième société qui s'appelle Le Rempart, qui a ouvert en septembre 2020. Avec un mauvais timing, on peut dire. Hein. Ouais, mais bon, c'est des projets qui durent 3 ans, donc en fait on choisit pas quand est-ce que ça s'ouvre. Donc voilà, on a ouvert en septembre. 2 premiers mois super, donc c'est une salle d'escalade que vous pouvez voir derrière nous. C'est une salle d'escalade qui est à Melun, où vraiment l'objectif c'est que tout le monde puisse venir grimper, s'essayer à l'escalade de tout niveau. Et vraiment dans une ambiance conviviale, faire du sport en prenant du plaisir. Voilà, on a ouvert en septembre, on a fait 2 premiers très bons mois. Parce que c'est un sport qui a le vent en poupe, c'est un sport où on se fait plaisir, donc généralement ça marche. Et voilà, après le confinement nous tombe dessus avec une obligation de fermer, ou en tout cas de rester ouvert pour les professionnels du sport. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs si tu as créé des emplois avec ces 2 sociétés que tu viens de décrire? Bon, bah déjà j'ai créé mien. Ouais. Sur cette société là on est 4 investisseurs salariés. Ouais. Donc ça fait 4 emplois et on avait embauché 3 personnes. 2 personnes pour nous aider à l'accueil plus un cuistot. Hélas, on a dû licencier 2 personnes parce que en fait ils gagnaient plus d'argent en étant qu'en chômage partiel. Okay. Donc on les a licenciés. L'objectif pour nous c'est de les rembaucher quand on pourra rouvrir. Et donc il y a encore une personne qui est au chômage partiel. Je crois que le cuistot, je l'ai interviewé à la manifestation des commerçants de Fontainebleau. Ouais, c'est quelqu'un qui est assez dynamique en termes de relations. Il est vraiment basé sur Fontainebleau et Melun, donc il connaît vraiment tout le monde. Voilà. Et du coup, bah voilà, ce cuistot, on a dû le licencier parce que en fait, on l'avait embauché en septembre. Ouais. Même pas, on l'avait embauché au mois d'août pour préparer la carte de septembre. Ouais. Et puis en fait, on n'a jamais pu ouvrir. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas se mettre des charges. On a déjà une cuisine qui est là, qui ne sert à rien, et on attend. Donc, voilà. Pour revenir à cette entreprise, cette salle d'escalade, est-ce que tu as dû prendre un crédit? Ah bah oui, une salle d'escalade, c'est... déjà, on n'est pas propriétaire des lieux, hein, mais c'est quand même une grosse location, c'est donc des loyers importants. Et puis voilà, des structures d'escalade, ça coûte cher. On a fait beaucoup de travaux, il faut des douches, il faut une cuisine, il faut un sauna, il faut une mezzanine, il faut beaucoup de choses, ça coûte cher. Donc il faut faire un crédit qui est assez conséquent. Est-ce que tu pourrais nous dire combien tu as de charges par mois en comptant tout? Donc le crédit, les charges que te prend l'État, etc. Alors, avec une salle qui est fermée, c'est-à-dire avec une salle fermée, en gros, j'en suis à 25 000 €. 25 000 € par mois? Ouais. Et si la salle est ouverte, après on rajoute des charges. Bien sûr, il faut des gens qui s'occupent des prises, des gens qui font le ménage, des gens qui font tout ça. Donc en gros, sur une salle ouverte, etc., on est plutôt dans les 25-30 000. Est-ce que lors du premier confinement, tu as touché des aides? Alors, j'ai touché des aides sur mon autre société, qui s'appelle donc Globe Climber, où j'étais obligé de fermer, puisque je reçois du public dans des salles ou en extérieur, et j'étais obligé je fais des événements, donc tout ça c'était fini. Donc j'ai touché des aides, j'ai touché 1 500 € par mois. Je crois que c'était pendant 3 mois. Voilà. Ouais, enfin bon, si on fait le bilan de tes 2 sociétés, tu as à peu près 25 000 € qui sortent et 1 500 qui rentrent, quoi. Alors, la chance que j'ai, c'est que sur le premier confinement, la salle n'était pas ouverte. Donc j'avais pas ces charges-là, j'avais que les charges de mon autre société qui est plus légère, qui est plus flexible. Mais voilà, 1 500 €, une fois qu'on a payé, alors qu'on n'a plus le droit de travailler, donc on touche plus rien. Quand on a payé ses assurances, son comptable, son loyer, et on rentre chez soi pour payer sa nourriture, sa maison, les vêtements de sa fille, il reste rien. Enfin, il reste rien du tout. Enfin, tu vivais avec combien pendant le premier confinement? Je pense que je devais être à 400 € par mois. En fait, on est très loin de l'image de l'entrepreneur plein aux as, quoi. Ouais, c'est sûr que
C'est sûr que la réussite quand on est entrepreneur, c'est difficile. Avant, j'étais salarié. J'ai arrêté parce que je voulais être libre avant tout, faire mes propres choix, etc. Mais la vie de salarié est 10 fois plus facile. 10 fois plus France, facile. la vie de salarié est beaucoup plus facile. Mais bon, après, dans d'autres pays, les entrepreneurs ont finalement la vie plus simple. Hein. C'est parce qu'on fait peut-être face à un mur administratif en France qui n'a pas lieu d'être. En tout cas, il y a. La France est censée être le pays des droits de l'homme, on est censé être tous égaux, on a fait une révolution pour ça, mais il y a des différences, je trouve, très significatives entre des indépendants, entre des salariés, entre des fonctionnaires. À chaque fois, à chaque fois qu'on est dans une des catégories, la différence est énorme. Je veux dire, il y a plein de gens qui aujourd'hui, cette crise ne la voient pas passer. Au contraire, ils travaillent même moins, ça leur crée plein d'opportunités. À côté de ça, il y a des salaires, enfin ça je parle par exemple des fonctionnaires qui parfois restent chez eux, qui touchent le même salaire, etc. Après on a les salariés qui vont être au chômage partiel, donc ils vont avoir une perte de salaire. Et ça se trouve, il y a deux France quoi pour toi. Il y a une France qui est sacrifiée et puis l'autre qui ne change rien à sa vie habituelle. Ouais, en tout cas, ils ne changent rien et même ça va leur créer des opportunités parce que très clairement, quand des entreprises vont faire faillite, il y a des gens qui ne vont plus pouvoir se loger, il y a des gens qui vont perdre leur maison et à côté de ça, il y en a qui vont garder leur même pouvoir d'achat. Et ce que je reproche surtout, c'est qu'on est censé avoir tous les mêmes droits. Donc, pourquoi quelqu'un qui est fonctionnaire a plus de vacances? Pourquoi il y a plus de sécurité? Je ne suis pas pour dire qu'il faut moins de vacances et moins de sécurité pour tous. Je dis juste qu'il faudrait qu'on soit tous pareils. Et en plus, après... On soit tous... en fait, l'idée, ce serait... ce que tu développes là, c'est que ce serait qu'on soit tous auto-entrepreneurs de sa vie en fait, finalement. Alors, ouais, après, je pense que tout le monde ne peut pas l'être. Je dirais pas aussi loin que ça. Je dirais juste qu'il faut, selon moi, il faut arrêter de créer des différences qui sont injustifiées. Parce que les uns contre les autres, tous les jours on dit, voilà, on entend Bruno Le Maire et tous à la télé dire oui, aucune entreprise ne fermera, on va leur donner des aides, etc. Ok, il y a des aides qui tombent. Les aides sont-elles suffisantes? Pas forcément. Les aides permettent-elles de vivre? Pas forcément. Les gens qui créent leur société, ils s'endettent, ils prennent des risques. Parfois ça marche et ça c'est super. Souvent ça marche, parfois ça marche pas et c'est pas grave. Il faut se relancer, l'échec ça arrive. Mais il faut arrêter de monter les gens les uns contre les autres en disant oui, les patrons ils ont le droit à tout, c'est facile pour eux, ils peuvent faire plein d'argent. Et puis vous, pauvres salariés, vous faites arnaquer par les patrons, c'est faux. C'est faux, il y a des patrons du CAC 40 qui gagnent des millions d'euros, il y a des choses à penser à ça évidemment. Il y a des mauvais patrons et la majorité ont des difficultés et essaient simplement de créer des emplois. Et les emplois, c'est ce qui fait vivre tout le monde. C'est pas nos amis députés qui font vivre les gens, au contraire. Et moi je suis outré à chaque fois que j'entends à la télé des députés d'extrême gauche qui disent que les patrons sont des salauds, qui gagnent trop d'argent, alors qu'eux, juste en mettant leurs fesses dans le fauteuil de député, ils touchent déjà au moins 8 000 euros. Et s'ils sont députés européens, ils rajoutent 10 000. Et, sans rire. Quel patron ne changerait pas sa place? C'est-à-dire, ouais, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à des gens qui s'enrichissent aux dépens de ceux qu'ils prétendent défendre, en fait. Ah oui, et moi je suis pas dans la lutte des classes, hein. Je suis pas les salariés contre les patrons. Pour moi, on est tous dans le même bateau, hein. Quand ça marche pour les patrons, il faut que ça marche pour les salariés. Mais oui, il y en a qui prônent la lutte des classes, et très clairement, c'est juste une posture. C'est un business quoi finalement pour eux. Finalement, c'est des entrepreneurs politiques. C'est leur fonds de commerce. Leur fonds de commerce, c'est de semer la discorde pour que les gens votent pour eux. Mais ils sauveront personne. Ils sauveront personne. Alors, en ce qui concerne le deuxième confinement, est-ce que tu as dû prendre un PGE, un prêt garanti par l'État pour faire face à tes charges? Eh ben, je ne peux pas prendre de PGE, puisque pour faire un PGE, en tout cas pour la salle Le Rempart, je ne peux pas faire de PGE parce que le PGE c'est sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc ça veut dire en fait, tu es en train de nous expliquer que les jeunes entrepreneurs qui ont moins d'1 an d'existence, donc pas de bilan comptable, ils n'ont pas droit aux aides de l'État. C'est vrai quand on écoute
les politiciens à la télévision, on a l'impression que tout le monde a reçu ces aides. En fait, c'est pas vrai. Il y a cette catégorie de jeunes entrepreneurs qui eux, sont complètement abandonnés. Alors, il y a 2 niveaux d'aide. Le PGE, donc c'est un prêt garanti par l'État, mais à 80%. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça reste un prêt. Donc on va voir la banque, on demande de l'argent. Si vous n'avez pas de passif, pas d'historique, vous n'avez pas de prêt. Mais quoi qu'il arrive, vous faites un prêt, vous pouvez rembourser, donc c'est pas une vraie aide. Il faut dire ce qui est, hein, c'est pas une vraie aide. Et ensuite, il y a le second niveau qui est le fonds de solidarité. Ça qui est versé, parfois, je ne sais pas pourquoi. On a reçu pour l'ASA, je suis très content. J'ai pas reçu pour Globe Climber. Pourquoi? Aucune idée, aucune raison. On me dit qu'il faut que j'appelle un numéro que j'appelle je sais pas combien de fois, ça répond jamais. Et donc souvent je pense qu'il y a des aides qui sont perçues. Est-ce que c'est suffisant? Ça veut dire qu'en fait, pour toucher les aides, tu dois joindre un agent de l'État et il n'est pas joignable en fait. Eh ben non, enfin en tout cas j'ai pas réussi. Alors je continue à appeler. C'est quand même assez paradoxal parce qu'on est un pays où le personnel de l'État il est quand même pléthorique, hein, il y a vraiment du monde. Et là, tu as besoin d'avoir quelqu'un au téléphone et tu n'as personne, quoi. Ouais, et ça, je suis complètement d'accord. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir du monde. Et je pense qu'ils travaillent dans cette administration, ils ont certainement des tonnes de boulot. Mais j'ai pas l'impression que ce boulot soit vraiment au service des gens. C'est trop compliqué, trop d'administratif, trop de bureaucratie. En fait, ils travaillent en circuit fermé, peut-être. Moi, j'ai pas la solution. Mais en tout cas, quand on appelle, on se retrouve toujours sur des répondeurs. Tapez 1, tapez 2, tapez 3, 4, tapez 5. Et au bout de 10 minutes, eh ben, il n'y a personne qui répond. Ça sonne même pas. Parfois, ça raccroche simplement. C'est la folie. Il y a des trucs qui sont fous. Est-ce que d'après toi, on peut dire que on est arrivé à une limite de grossissement de l'État et que on pourrait même parler d'État obèse et qu'on a complètement perdu en efficacité? Je pense qu'on n'est plus du tout efficace. Ça fait longtemps que je crois qu'on est à la limite, mais on est toujours capable d'en rajouter, c'est assez surprenant. Ouais. Je pense, la simplification, c'est très difficile de simplifier les choses. Mais je pense qu'on est arrivé trop loin. Enfin là aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent pour l'État ont un objectif normalement de service public. Et souvent, on ne l'atteint pas cet objectif. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de procédures, trop de contre-signatures, j'en sais rien, il y a trop de lourdeur administrative en tout cas qui fait qu'on n'arrive pas à l'objectif final, qu'on dépense de l'énergie, de l'argent folle avant d'arriver à cet objectif parce qu'il faut faire un détour de fou pour y arriver. C'est assez difficile à comprendre, je ne sais pas comment il fonctionne, je ne suis pas à l'intérieur. Mais par exemple, moi, un truc assez amusant, j'ai reçu une facture d'impôt foncier. Pour être transparent, j'ai reçu une facture d'impôt foncier pour cette année de 17 000 €. L'État m'oblige à fermer quasiment 6 mois dans l'année et il me réclame 17 000 €. Et j'essaie d'appeler. C'est une coup de grâce, quoi, finalement. Non, mais c'est du vol surtout. Tu as une interdiction administrative de gagner de l'argent. Et par contre, les charges, elles continuent à tomber, quoi. Mais pour moi, c'est carrément du vol. C'est du vol parce que c'est comme si votre propriétaire vous mettait dehors, par contre vous demandez de payer. On ne peut pas avoir les deux. C'est fou, quoi. Et normalement, moi j'essaie simplement de passer un coup de fil, d'appeler le maire, etc. Alors je pense qu'on va y arriver. Mais c'est tellement dur. On arrive, il y a toujours « Ah oui, on vous rappellera ». On ne vous rappelle pas. Alors peut-être que j'ai raté l'appel, c'est possible. Ouais. Mais tout est dur, tout prend du temps. Alors que je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas juste se déplacer en mairie. On a quelqu'un qui prend une décision. Non, personne ne prend de décision. Personne n'a la réponse. Tout le monde dit « Ah oui, mais c'est pas nous. Ah oui, mais c'est pas nous ». Quand est-ce qu'on a quelqu'un qui est capable d'avoir une réponse? Autre chose que quand on passe un coup de fil, un répondeur avec tapé 1, tapé 2, et puis à la fin on n'a personne. Est-ce que tu penses qu'en France, l'État est vraiment au service des entreprises ou est-ce que ce serait plutôt le contraire, que le système aurait tellement dérapé que finalement on se retrouverait au stade où c'est les entrepreneurs, bon je parle des petits entrepreneurs comme toi, qui se retrouvent au service de l'État? Moi je ne trouve pas qu'en tout cas l'État soit au service des entrepreneurs et des entreprises. Je trouve qu'aujourd'hui, avant de travailler et de faire son métier, on fait tout un tas de choses. Tout un tas de... Est-ce que tu pourrais évaluer combien de temps ça te prend la paperasse? Toutes les choses dont tu parles, on peut appeler ça la paperasse. Par semaine, ça te prend combien de temps?
Ouais, je vais pas répondre, je suis très mauvais là-dessus, mais en tout cas, on dépense plus d'énergie à ne pas faire notre travail pour répondre à cette paperasse, pour répondre aux obligations fiscales, comptables, réglementaires, tel certificat, tel machin, tel truc, avant de travailler. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Ça, alors que notre travail, en fait, là où on gagne de l'argent, là où on est efficace et on crée des emplois, c'est pas ça, c'est quand on travaille de nos mains, quand on fait ce pourquoi on devrait travailler. Ce que les entrepreneurs savent faire de mieux, c'est de créer de la prospérité. Ouais, c'est faire leur job. C'est un peu du gaspillage de leur faire faire de la paperasse. On est d'accord. Et à chaque fois qu'on rajoute une norme, là j'ai vu là sur l'histoire de, ça m'a fait assez rire. L'État est en train de réfléchir pour que les entreprises aident à la vaccination. Donc en gros, que les entreprises, et à chaque fois c'est comme ça que ça arrive, hein, à chaque fois on nous dit, voilà, vos salariés doivent être vaccinés, sinon vous allez être redevable ou vous risquez des poursuites. Mais depuis quand c'est aux entreprises de faire ça? C'est le rôle de l'État. Et sur plein de choses, c'est pas notre rôle. Et l'État se décharge sur nous en disant l'entreprise est responsable, l'entreprise est responsable, l'entreprise est responsable. Mais c'est génial. C'est-à-dire qu'on en arrive au stade, d'après ce que tu décris, où l'État s'occupe de tout, coûte extrêmement cher et puis en plus il doit faire son travail. Ouais. Ah, quelque chose qui est très révélateur, par exemple, c'est l'impôt à la source. Le prélèvement de l'impôt à la source. C'est à l'employeur de savoir combien le salarié doit payer d'impôts. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Ça engendre une difficulté assez impressionnante de calcul. Ça engendre de s'immiscer dans la vie perso aussi du salarié. Comme ça, tu sais s'il y a d'argent, s'il n'y a pas d'argent, tu sais combien il doit payer d'impôts. Et s'il y a une erreur, c'est toi le responsable. Alors que c'est hyper compliqué. Auxiliaire bénévole de l'État, quoi. T'es pas bénévole puisque tu payes quand même. C'est pire. Mais voilà, je trouve que c'est dommage. Trop de bureaucratie, trop de difficultés et on met. Voilà, le rôle d'une entreprise, je dis pas qu'une entreprise ne doit pas être citoyenne, etc. Mais par contre, le rôle de l'entreprise n'est pas de suppléer à l'État. On doit respecter des règles par rapport à notre métier, mais il faut arrêter de rajouter des normes. Pour construire cette salle d'escalade, le nombre de normes dont je n'imaginais vraiment pas l'existence. Et après, on comprend pourquoi tout coûte si cher. Acheter un truc, ça coûte cher, même si on se dit ouais, il n'y a pas beaucoup de boulot derrière. Certes, il n'y a pas beaucoup de boulot, mais par exemple, dans cette salle d'escalade, on est obligé, alors qu'on est une salle d'escalade, hein, il n'y a pas beaucoup de personnes en fauteuil roulant qui vont venir ici. On est obligé d'avoir des vestiaires PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite, des douches PMR, des toilettes PMR. On est obligé d'avoir un vestiaire, douche, toilette, juste pour les salariés hommes, et la même chose pour les salariés femmes. Moi, je suis désolé, je vais dans les mêmes toilettes que mes clients. Pourquoi j'ai besoin d'avoir des toilettes juste pour moi? Et du coup, on rajoute des normes, on rajoute, tout ça, ça coûte à chaque fois d'argent. Et après, oui, pour rentrer dans une salle d'escalade, ouais, ça coûte cher. Ah bah oui, parce qu'on a dépensé je sais pas combien de budget pour des choses qui ont une utilité, évidemment. Parce que les personnes à mobilité réduite, on doit les accompagner. Mais dans une salle d'escalade, est-ce que c'est utile d'avoir une douche pour une personne en fauteuil alors qu'on est dans une salle d'escalade? Je pense que là, on va trop loin. Et vu que juste à quelqu'un qui avait une idéologie qui est dans le fond pas mauvaise, et ben ils imposent ça à tout le monde, même quand ça n'a pas de sens. Et du coup, si vous ne faites pas ça, et ben votre salle ne peut pas ouvrir parce que vous déposez un plan qui est validé par le SDIS, etc. Et ils peuvent s'y opposer si vous ne faites pas ça. Donc vous le faites et ça vous prend de l'argent en plus, du temps, des travaux, etc. Ce qui fait qu'à la fin, pour rentrer dans une salle d'escalade, et ben vous payez plus que le service que vous consommerez jamais. Voilà. C'est ça, ouais. C'est des charges inutiles en fait. C'est de la charge inutile, c'est du temps dépensé inutile, c'est de la paperasse. Voilà. Du coup, pour faire ça, on prend un spécialiste dans les travaux, un spécialiste SSI qui gère cette partie-là. Alors, c'est du travail qui ne sert à rien. Si tu avais la possibilité de changer une chose pour faciliter la vie des entrepreneurs, qu'est-ce que tu ferais si on te proposait d'aller au gouvernement et de changer une chose? Qu'est-ce qui est le plus urgent selon toi? Une ou deux choses, allez, je te fais un cadeau. Alors, je ne prendrais pas juste pour moi, pour faciliter la vie des entrepreneurs, et en réalité pas que des entrepreneurs de l'ensemble des Français, et qui boostera aussi le marché du travail. Je ferai en sorte d'arrêter de créer des interdictions. Des interdictions, par exemple, de créer tel produit, des tomates ou des prises d'escalade. Par exemple, les prises d'escalade, c'est très révélateur. Les prises d'escalade, pour créer certaines prises d'escalade, il faut mettre un produit qui est interdit en France.
Donc toute la filière de création de prises d'escalade s'est quasiment effondrée en France. Il n'y a quasiment plus aucune entreprise qui fabrique des prises. Parce qu'il y a un produit qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une usine qui s'est construite en Bulgarie qui fabrique les prises pour toute l'Europe. Du coup, on a... Parce qu'eux, ils ont le droit d'utiliser ce produit. Alors nous, on n'a pas le droit d'utiliser. Par contre, on a le droit d'acheter les prises d'escalade qui viennent de cette entreprise, alors qu'on n'a pas le droit de le faire en France. Il faudrait interdire, arrêter de mettre des interdictions de produire en ayant le droit d'acheter. Si on n'a pas le droit d'utiliser ce produit-là, on n'a pas le droit d'acheter. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied en fait. Oui, on crée du chômage. Ouais. On crée du chômage en disant oui, les entreprises ont qu'à s'adapter. Mais non, enfin, les entreprises font le nécessaire pour s'adapter, mais au bout d'un moment, quand c'est pas possible, c'est pas possible. À la fin, on ferme, on crée de l'emploi ailleurs et on achète des prises ailleurs et on perd notre légitimité, on perd notre pouvoir de décision. On est juste des clients, des gens qui achètent. On produit plus, on achète et puis on dit bon bah je suis désolé, il y a des industriels qui ont fermé des lignes de production de prises, ils ont viré des gens. Je suis sûr qu'il y en a plein qui disent ah les salauds ils ont viré des... Mais non, les vrais fautifs sont ceux qui font les lois. En fait, le problème ça vient peut-être du fait que ceux qui prennent les décisions n'en subissent jamais les conséquences. Ah bah oui, ça c'est certain, c'est certain. C'est une impunité totale. Le Covid-19 est un super révélateur pour ça. Vous avez vu le premier confinement, il y a un scandale absolu sur les masques. On peut dire ce qu'on veut, il y a un scandale sur les masques. Vous avez vu l'ancien Premier ministre, il est redevenu maire de sa ville. Notre ami Sibeth Ndiaye qui dit des choses débiles à la télé, et ben continue sa vie tranquille. Est-ce qu'elle a eu une perte de pouvoir d'achat, elle? Est-ce qu'elle a des problèmes? Est-ce qu'elle a perdu sa maison? Non, tranquille. Et ça, cette impunité, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Les mecs, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils nous mentent. C'est pour ça qu'ils n'ont aucun problème à nous mentir. Eux, ils perdront jamais d'argent. Ils seront toujours tranquilles dans leur belle maison. Et ils ont un réseau extraordinaire qui les replaceront toujours quelque part. Et ils vont dire aux Français, oh, les Français, ils sont pas bien, hein, ils sortent. Hein, et ils vont dans les restos, ils vont dans les bars, ils se contaminent, ils sont pas bien. Mais attendez... Est-ce que tu penses que finalement... cette façon de présenter le problème, ça ne reviendrait pas à culpabiliser les Français pour finalement faire oublier la responsabilité des membres du gouvernement? Eh bien, très clairement, j'aurais pas pensé dire ça il y a encore un an, mais aujourd'hui, le gouvernement fait en sorte de faire taire la contestation en faisant peur aux gens. On leur fait peur, soit avec le Covid-19, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ont plus peur des flics et des amendes que du Covid-19. On leur dit, vous allez avoir on va vous taper dessus avec des fermetures administratives, des trucs. Du coup, les gens, ils ont peur, ils ferment. Alors bien sûr, on leur donne un peu d'argent. On leur dit, vas-y, ferme ton resto, je te donne de l'argent. Du coup, le mec, il a peur, il n'a pas envie d'être hors la loi, donc il ferme son resto. Il y a un peu d'argent. Est-ce que ça lui permettra de survivre? Peut-être pas. En fait, on essaie de l'acheter. On va dire, t'as vu, t'as des choses à perdre. Fais attention, si tu ne respectes pas nos lois, tu vas tout perdre. Moi, j'ai l'impression qu'ils gouvernent par la peur, soit peur de la mort par le Covid-19, soit peur de la sanction. Et finalement, ces restaurateurs, ils perdent quand même de l'argent tous les mois. C'est évident. Et même le restaurateur qui ne perdrait pas d'argent, en réalité, on creuse une dette extraordinaire. Cette dette, alors, j'entends même des gens dire que oh, c'est très bien, on a des intérêts de la dette négative, donc c'est le moment d'emprunter. Mais c'est du mensonge tout ça. Prendre une dette, même si on a des intérêts négatifs, il faut quand même la rembourser cette dette à un moment ou à un autre. Comment on va faire? Disons que c'est vrai qu'une dette, si c'est pour construire un outil industriel qui va rapporter, ça peut être une bonne chose, mais là c'est vraiment perdu en fait. Hein. Oui, et puis en plus, je veux dire, on est quand même structurellement dans un pays déficitaire. On perd de l'argent depuis 30 ans, 40 ans, et l'État chaque année emprunte plus qu'il ne gagne. Comment c'est possible? Où va cet argent? C'est fou. Comment on peut taxer autant les gens, tout le monde, hein. Je ne parle pas que des entreprises, hein, tout le monde, parce que les taxes qu'ils prennent sur les entreprises, c'est juste des taxes qu'ils prennent sur les salariés qui travaillent. Hein, pour ensuite continuer à emprunter sur des marchés financiers. Comment c'est possible? Quand est-ce qu'on s'arrête? Et il y a des gens qui disent oui, la dette, c'est pas grave. Mais comment ça, la dette, c'est pas grave? À un moment, il faudra rembourser. L'État n'est rien de plus que un foyer avec des parents qui chaque année gagnent tant et qui empruntent encore plus. Au bout d'un moment, il faudra rembourser. Qu'est-ce qui remboursera? En fait, je sais pas. C'est vrai que quand on discute avec les Français, on a l'impression qu'ils considèrent que l'État c'est une personne, alors qu'en fait c'est juste une interface. L'État n'a rien. L'État c'est juste notre argent, quoi, finalement. Hein.
C'est vrai que demander de l'argent à l'État, c'est se prendre de l'argent à soi-même, avec en plus un État qui a les mains poreuses, c'est-à-dire qu'il y a une partie de l'argent qui est prélevée dans ta poche qui va servir aux frais de fonctionnement. Bien sûr, les frais de fonctionnement, c'est énorme à chaque fois. Moi, je ne sais pas où parler d'argent, j'ai juste l'impression qu'il faut toujours plus d'argent et que ça va toujours plus mal. Ben, je veux dire, les hôpitaux, on voit bien que c'est compliqué. On voit bien que c'est très compliqué sur les hôpitaux. À l'école, peu importe le niveau, que ce soit primaire, collège, lycée, fac, il y a moins de place, il y a toujours plus de gamins par classe, il y a moins de services. La police, la justice, il n'y a rien qui va. Où va l'argent? C'est pas possible, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Et à côté de ça, à la télé, on nous vend que tout va bien, tout est sous contrôle, qu'il y a des dirigeants qui prennent des décisions éclairées et qu'ils prennent les moins pires décisions, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible que ça aille moins bien et qu'on se contente de dire que ça va moins bien, mais c'est pas grave. Et je sais pas où on va et en tout cas, ils changent pas du tout la direction de là où on va. J'aimerais bien te faire commenter un fait irréfutable. Il se trouve que au Danemark, les gens ils ont la même productivité qu'en France. Ça veut dire qu'ils ont le même salaire complet. Hein, donc le salaire complet qui inclut les charges patronales et plus le salaire brut. Donc c'est à peu près le double du salaire net. Et pourtant, donc avec ce même salaire complet moyen par habitant, ils ont 30% de pouvoir d'achat en plus. À quoi ça pourrait être dû selon toi, en tant que citoyen? Moi je sais pas, en tout cas c'est un manque d'efficacité de l'État. Si pour un service équivalent, ils prennent moins d'argent, c'est qu'ils sont plus efficaces. D'où vient cette efficacité? La question j'ai donné un peu tout à l'heure. On a créé un système de caste en France entre ceux qui ont eu moins de droits. Alors bien sûr, bon, je ne parle pas des SDF, etc., qui eux n'ont aucun droit, mais les entrepreneurs, les salariés, les fonctionnaires. À chaque fois, il y a un caste, une différence hyper importante. Peut-être, je sais pas, soit on a mis trop de bureaucratie où les mecs, donc je parle des fonctionnaires qui travaillent pour Bercy, etc., ils ont beaucoup de travail improductif qui sert à rien et qui dépensent donc de l'argent et qui rendent service à personne. Soit ils y font rien, j'en sais rien, je sais pas où va l'argent. Soit ils font rien, soit ils dépensent leur temps de travail à faire des choses pas efficaces. Et ça va vite, ça va vite de plus être efficace. Il suffit d'avoir un chef qui donne toujours plus de procédures, plus de protocoles, qui se tient, ça il faut l'imprimer en 8 exemplaires et ça il faut le faire contresigner, ça va très vite, ça va très vite. Et quand on perd la vision de l'objectif final, et ben on y arrive facilement là-dedans. Facilement, moi en tout cas, c'est sûr que je pense pas qu'on soit efficace et j'arrive pas à comprendre qu'on n'arrive pas, en plus on n'arrive pas à changer de direction. On change pas du tout de direction, il y a toujours plus de... C'est un peu le Titanic en fait, quand le bateau est trop gros, faire un virage, ça prend beaucoup de temps quoi. Ouais, et en plus je crois pas que quiconque, les personnes qui sont, le pire c'est que le commandant de bord, il n'a pas envie de faire le virage. C'est ça. Et il n'y en a même pas conscience, parce que je sais même pas s'il sait où on va. Ils sont dans une doctrine, ils sont dans une idéologie où Emmanuel Macron il est vraiment dans l'idéologie de la mondialisation heureuse. La mondialisation heureuse, elle fonctionne certainement pour lui, pour ses proches, mais quand on est un ouvrier du bâtiment, quand on est un petit entrepreneur, la mondialisation heureuse, elle n'existe pas. On est face à de la concurrence de pays étrangers qui n'ont pas les mêmes charges sociales, qui n'ont pas les mêmes obligations, par exemple environnementales. Et par contre, on doit vendre les mêmes produits sur le même marché. Donc en fait, pour un entrepreneur comme toi, un petit entrepreneur, la mondialisation heureuse, c'est plutôt la concurrence déloyale, quoi. Oui, moi j'y crois pas. J'y crois pas, la mondialisation heureuse, c'est de la concurrence déloyale. Alors voilà, la mondialisation heureuse, en tout cas, c'est des histoires d'écosystème. Quand on est sur des pays très proches du nôtre, en termes d'état-providence, de niveau de vie, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a une histoire de niveau de vie qui est importante. Si on parle de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Belgique, il y a très peu de différence avec nous. Donc eux, quand ils produisent un canapé, et ben, c'est à peu près le même prix que chez nous, parce que de toute façon, ils payent les gens à peu près le même salaire, parce que il faut quand même qu'ils se logent, tout coûte à peu près le même prix. Ils ont des lois environnementales et sociales assez proches, donc ça va, on est dans un écosystème cohérent.
Mais c'est sûr que si on compare par rapport à des pays qui n'ont aucune sécurité de l'emploi, aucune règle environnementale, qui n'ont pas d'état-providence à payer en fait. Et bien là, très clairement, évidemment, on peut pas être concurrentiel par rapport à un Chinois qui gagne très peu d'argent, qui ne respecte aucune règle. Et quand ils arrivent en France, le produit arrive en France, en plus il va souvent être pas du tout du même niveau de qualité, mais pas forcément de la qualité visible. Ça va être des produits qui vont être utilisés, qui vont être des produits qui vont être dangereux pour la santé, qui vont être inflammables, qui vont être plein de choses. Et non, ça arrive sur le même marché face à un produit français ou allemand ou espagnol qui suit beaucoup plus de normes. Et au-delà de ça, je trouve que ça serait dans le sens du monde aujourd'hui de revenir dans du plus local, parce qu'en fait plus on est local, plus on est écologique. Alors, faire un produit à l'autre bout du monde dans l'irrespect total des salariés, les fait prendre le bateau pour venir chez nous, puis le transporter, puis le mettre dans des magasins, ou encore pire encore le vendre sur internet, c'est un produit qui a un coût environnemental hyper important. Alors que si c'était fait à 50 km de chez nous, bah déjà on crée de l'emploi. On fait pas beaucoup de kilomètres pour l'amener ici, et à chaque emploi, il vaut mieux dépenser 10%, 20%, 30% de plus pour un produit qui est fabriqué en France, parce qu'un produit qui est fabriqué en France, ça crée des emplois. Un mec qui a un emploi, c'est un mec qui paye des impôts, c'est un mec qui va acheter d'autres produits, et tout ça, ça fait de l'argent dans la poche de l'État. Alors que quand on a un chômeur, bah, c'est juste l'État qui lui donne de l'argent. Donc moi j'aimerais bien qu'on arrive à quelque chose de plus local, de plus national, et du coup forcément de plus écologique. Et donc pour finir l'entretien, est-ce que tu pourrais nous dire, en fonction de ta situation financière, combien tu penses pouvoir tenir de mois de confinement supplémentaires? Eh ben, je suis toujours surpris par la capacité de résistance des gens. On croit qu'on est au bout et on fait une croix supplémentaire. Alors les croix, hein, voilà, c'est simple. Hein. Moi et mes collègues, on part pas en vacances. Moi et mes collègues, eh ben, vous savez quoi, que les restos soient fermés, c'est pas si grave, on va pas au resto. Et puis normalement, on avait pris quelqu'un pour nous aider, par exemple, à faire le ménage. Et ben on a arrêté, on fait le ménage nous-mêmes. Et on fait des heures de plus. C'est de toute façon un entrepreneur qui ferme sa société, c'est un entrepreneur qui est pas dans l'échec, c'est un entrepreneur qui est dans le renoncement. Voilà. C'est ça. Et là pour l'instant on restera. Voilà, pour l'instant aussi il n'y a pas de secret, hein, tant que la banque nous suit, parce qu'il faut quand même payer les loyers, il faut quand même payer les charges, il faut quand même payer tout ça. La banque nous suit, nous on trouvera des solutions. Au bout d'un moment, quand on n'en aura plus, on s'arrêtera. Mais pour l'instant on peut encore tenir, mais c'est au dépend d'un prix, et puis un prix extraordinaire. Combien, je suppose. Ah bah bien sûr, on ne parle pas de combien on gagne à la fin du mois. Moi je cotise pas pour la retraite, parce que bien sûr quand on est entrepreneur, si on arrête de se payer, ben on cotise pas pour la retraite, on cotise pour rien. Si demain je ferme la salle, j'ai juste des dettes, j'ai même pas d'assurance chômage, j'ai rien. C'est terminé, c'est ciao bye bye. J'ai juste des dettes. Et du coup c'est pour ça, tout à l'heure je parlais de cette histoire de caste. On n'est pas du tout dans un pays où on est égaux. L'État rend des services différents selon les gens. Et les preneurs de risques, ils sont pas récompensés, quoi. Non, bah ça c'est sûr. C'est triste qu'on monte toujours les gens les uns contre les autres. Et on est tous dans le même bateau. Comment t'expliques ce dérapage? Parce que tu vois, par exemple, dans la langue anglaise, le mot entrepreneur, donc le mot français entrepreneur, il est passé dans la langue anglaise. C'est-à-dire que avant la Deuxième Guerre mondiale, l'esprit français, c'était vraiment l'archétype de l'esprit entrepreneurial, le preneur de risque, celui qui fait quoi. Comment on a pu passer, selon toi, de cet état d'esprit à l'état d'esprit actuel? Alors, moi je me suis toujours dit que l'objectif de la République, c'était de faire en sorte de protéger les gens les plus vulnérables. Donc on a créé une République avec des gens qui ont des moyens, des gens qui ont des capacités de travail, des gens qui ont une énergie, qui n'ont pas de handicap, qui sont jeunes, etc., ou en forme. Ils travaillent, ça donne de l'argent à un État qui le reverse, par exemple, aux personnes qui sont à la retraite, aux personnes qui ont des difficultés, aux enfants pour qu'ils puissent faire leurs études. Et du coup, c'était vraiment un sens de la communauté. Aujourd'hui, on nous a appris à devenir individualistes. Et du coup, l'objectif, moi je vois plein de gens,
Ouais, moi j'ai vu des gens qui s'enrichissent sur le Covid-19, sur les aides. Sur les aides, il y a des gens qui disent, moi je les appelle pour travailler, ils me disent, ah non, mais attends, si je travaille, je vais pas toucher mon aide. Donc je vais pas travailler, je vais rester tranquille. Et je vais toucher mon aide. Et du coup aujourd'hui, les gens ne pensent plus du tout au bien commun, enfin se dire à la République, à aider les autres. Chacun se dit, qu'est-ce que je peux en retirer? Et donc, les gens sont tous perso. Et ils les prennent tous pour eux. Et est-ce qu'on enfin, pourquoi ils sont comme ça? Parce que il y a un discours politique qui pousse à ça. Ce discours politique qui monte les gens les uns contre les autres, les entrepreneurs contre les salariés, contre les fonctionnaires, et tout le monde bien sûr contre les très grands patrons. Voilà, on se monte les uns contre les autres et en fait plus personne ne cède. Et on dit, toi tu as le droit à ça, il faut le prendre. Arrêtons de dire est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on peut faire aussi. C'est en fait finalement le fait de vivre les uns aux dépens des autres, ça finit par faire disparaître le sens de la responsabilité individuelle et le code moral s'affaiblit. Ouais, de toute façon il n'y a plus de code moral, on est d'accord, mais ça c'est toujours, pour moi il y a une très forte responsabilité des politiciens. Pourquoi? Parce que c'est censé être des responsables politiques. Mais le problème c'est que le mot responsable il n'y est plus, parce que responsable c'est quand il se passe quelque chose, tu as pris la décision, et ben c'est toi qui en tires les conséquences. Eux ne tirent aucune conséquence, ils sont responsables politiques, mais ces fameux responsables mais pas coupables. Ils sont responsables de rien en réalité. C'est des pantins qui prennent des décisions et s'ils vont droit dans le mur, bon bah de toute façon il va rentrer chez lui tranquille. Il n'y a pas de responsable. Qui paieront la note, quoi. Bien sûr, de toute façon forcément on paiera la note. Ce qui se passe aujourd'hui ça coûte très cher. Ça coûte très cher et ça va... Alors on est en train de parler d'argent, il y a beaucoup de gens qui disent oui c'est bon on ne peut pas comparer des vies humaines avec de l'argent. Mais en réalité il faut le prendre en compte aussi. Il faut un juste milieu. Et les gens qui continuent à suivre nos politiciens, ils oublient que c'est eux qui ont fermé les lits d'hôpitaux. Ils oublient que c'est eux qui ont affaibli le système depuis des années à faire des mauvais choix. Et quand on entend peu de reportages sur quels sont les problèmes des hôpitaux, le nombre de gens qui disent que le problème des hôpitaux c'est lié à la paperasse, où les mecs passent plus de temps à faire de la paperasse qu'à soigner des gens, mais c'est fou, c'est fou. Parce que s'ils ont mis de la paperasse, c'est pour être plus efficace ou pour faire un meilleur suivi. À la fin, il y a tellement de paperasse qu'ils sont plus du tout efficaces, ils font plus leur job. C'est fou. Tu connais le comparatif France-Allemagne? En Allemagne, la part de la richesse nationale allouée à la santé, c'est la même qu'en France, mais ils ont 30% de personnel administratif en moins. Et donc finalement, avec la même part de la richesse nationale, ils arrivent à avoir plus d'infirmières, plus de médecins à l'hôpital et donc plus de lits ouverts. Ouais. C'est un peu le résumé du mal français, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Voilà, pour moi, il y a beaucoup trop de bureaucratie. On veut être tellement il y a des gens qui veulent tellement être dans le contrôle qui rajoutent toujours des procédures et à la fin, on oublie l'objectif final. Alors, moi, j'aimerais que les gens soient plus responsables, qu'on essaie vraiment de simplifier les choses. C'est très dur, mais il faut arriver à simplifier les choses parce qu'on n'arrive jamais à l'objectif final. Avant, même dans un objectif simple, quand on a quelque chose de facile à faire, il faut passer à droite, à gauche, il faut demander l'autorisation à un tel, l'autorisation à un tel, l'autorisation à un tel. Arrêtons un peu avec ces autorisations. Voilà. Il faut que ça soit la capacité de faire des choses, on puisse l'avoir. Arrêtons de tout contrôler. Et on voit bien, aujourd'hui, on est dans un délire de contrôle. Et je ne vois pas où ça peut s'arrêter parce que aujourd'hui, je pense qu'on est très largement manipulé. Il y a quand même des choses complètement folles qui sont faites et les gens disent oui. Quand sur le premier confinement, on n'avait plus le droit de sortir à plus d'1 kilomètre de chez soi, mais c'est fou, 1 kilomètre. On en est où? On a passé notre temps à dire que les Chinois c'était une dictature horrible, que les gens ils avaient le droit de rien faire. On ne pouvait plus sortir à 1 kilomètre de chez nous. Et les gens ne pouvaient plus aller sur la plage, alors qu'il n'y a aucun risque d'aller sur la plage. Les gens ne peuvent plus aller en forêt de Fontainebleau, et la forêt de Fontainebleau était interdite. Quel est le risque d'aller en forêt de Fontainebleau? Par contre, on peut toujours aller dans les transports en commun. On peut toujours aller, voilà, la capacité d'incohérence absolue, quoi. Il y a une cohérence absolue et ça c'est le problème. Moi ce que je reproche aux gens, c'est que si vous trouvez qu'une idée est bête mais que vous l'appliquez, je suis désolé de le dire, vous êtes bête. Vous êtes même complice. Vous êtes complice, vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, faites-le, vous avez peur de quoi? Voilà, les gens n'ont pas peur du Covid-19, ils ont peur des flics. C'est ça le problème, ils ont peur des flics. Tu veux aller chez ton libraire, il est fermé? Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller? Te prendre une poêle? Eh ben vas-y quand même. Voilà, enfin, un peu de courage. Et si tout le monde faisait ça, faisait preuve un peu de réflexion personnelle et un peu de courage, et qui soient en face de leur opinion, il y aurait
l'État serait obligé de se dire, bon, on va arrêter de prendre les gens pour des cons, hein, on va arrêter de les mettre dans le métro à 150 par rame, là. On va arrêter de les mettre à Carrefour à 5000 personnes par magasin, et on va les autoriser à aller chez leur libraire où dans une journée, il y a 20 personnes qui passent. C'est fou, c'est complètement fou. Les masques dans la rue, mais il n'y a aucune étude qui montre que tu vas... Et en plus, voilà, ils passent des lois où il n'y a pas d'études qui prouvent que ça a un sens. Ils ferment des commerces où il n'y a pas d'études qui montrent que c'est là où les gens se contaminent. Donc, en gros, ils font porter, et on le voit bien, la pandémie continue, il y a toujours plus de gens contaminés, alors qu'ils ont mis le couvre-feu, alors qu'il y a plein de commerces qui sont fermés, alors que les gens ne peuvent pas aller au resto, ne peuvent pas aller dans les salles de sport, mais pourtant il y a toujours plus de personnes contaminées. Ça veut dire que ça ne marche pas. Alors est-ce qu'on change? Non, ils continuent. Dans ce cas-là, on va s'arrêter à 18h. C'est la fuite en avant en fait. Ouais, et pour justifier, et puis du coup, comment ils justifient leur incompétence à prendre des décisions efficaces? Ils justifient en disant que les Français ne le respectent pas. Mais c'est extraordinaire, j'adore. Donc finalement, c'est plus eux les responsables, c'est les Français. Ah bah évidemment, de toute façon, ils n'ont jamais été responsables de rien. Bon alors pour conclure, parce qu'on a déjà eu un long entretien, est-ce que tu pourrais nous dire si tu regrettes d'avoir pris les risques, d'avoir entrepris? Non, moi je regrette pas parce que je pouvais pas faire autrement. J'ai été salarié pendant pas mal d'années, j'ai toujours voulu créer ma société. Donc je l'ai créée, je regrette rien. Quand on devient entrepreneur, on accepte la prise de risque, on accepte l'échec. L'échec, ça serait fermé, etc. Et bien si j'y arrive pas, si je ferme, ok, ça sera un échec, mais à côté de ça, je ne pouvais pas ne pas essayer. Voilà, pour moi, c'est une réalisation personnelle, c'est créer quelque chose que j'aime, offrir un service à toutes les personnes qui ont envie de faire d'escalade, découvrir ce sport qui est un beau sport, leur permettre de s'épanouir, etc. À côté de ça, j'ai l'impression de mettre ma pierre à l'édifice aussi en créant de l'emploi, en créant un peu de richesse. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Si j'y arrive pas, ben au moins j'aurais essayé. Je ferai tout pour que ça fonctionne. Voilà. Merci Jérôme. Bah écoute, merci à toi.